Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos liens avec votre histoire et celle de votre famille vous ont permis d'en tisser d'autres et de démêler les fils de notre histoire. Vous racontez aujourd'hui dans un livre d'autres liens, ceux qui ont uni Yves Montand et Georges Samprun. Bonjour Patrick Hautman. Bonjour à vous. Alors il y a ce livre Ivo et Georges chez Grasset, qui est un livre qui célèbre Yves Montand et Georges Samprun. Yves Montand qui est né il y a 100 ans, Georges Samprun disparu voici 10 ans. Mais vous avez aussi un parcours étonnant qu'on va évoquer dans les clés d'une vie, parce que c'est le principe de cette émission, Patrick Hautman, et à travers des dates. Et la première date, c'est le 22 mars 68, qui est une date clé parce que c'est le début d'une révolution à laquelle vous avez participé. Oui, enfin, je me souviens d'ailleurs le 22 mars 68, bizarrement, j'étais avec un petit groupe où on manifestait devant l'ambassade de Pologne pour réclamer la libération de Couronne et Modzelewski, qui après ont été les ministres de Solidarność, etc., et qui avaient été mis en prison en Pologne. Voilà, je me souviens bien de cette date. Effectivement, le 22 mars, c'est le début de la grande aventure de 68. Oui, c'est-à-dire que je crois des étudiants occupent la tour de l'université de Nanterre. C'est ça, ils occupent la tour avec Cohn-Bendit, et au cours de l'occupation, cette nuit-là, ils créent ce mouvement du 22 mars, qui va ensuite mettre une belle pagaille dans l'université de Nanterre et qui va déboucher sur les événements de 68, comme on les appelle pudiquement. Voilà, et alors, à l'époque, personne n'imagine que ces événements vont avoir lieu. Personne. Le général de Gaulle, quand il présente ses vœux le 31 décembre 1967, il appelle cette nouvelle année plein d'espoir qui s'ouvre devant nous. Personne ne pouvait prévoir quoi que ce soit d'un événement d'ailleurs qui était imprévisible. Hein. Oui, et un événement qui débute vraiment par l'arrestation de 4 étudiants le 3 mai, je crois, Patrick Hautman. Oui, voilà, si on reprend la chronologie, je viens de revoir tout ça parce que je viens de faire un film sur mon ami disparu Henri Weber, qui était un des leaders de 68. Donc je revois les images que je viens de monter dans le film du 3 mai 68. Il y avait 300 Pékins dans la cour de la Sorbonne, qui étaient là en solidarité avec les étudiants de Nanterre, parce que Nanterre avait été fermée. Et puis d'un seul coup, personne n'a compris très bien pourquoi. La police est arrivée, elle a coffré tous ces gens qui étaient dans la cour de la Sorbonne. Elle a commencé à les embarquer et ça a provoqué chez les étudiants qui étaient sur la place de la Sorbonne, qui traînaient sur Boulevard Saint-Michel, des réactions spontanées qui ont dégénéré. Et c'est comme ça que 68 est parti. Voilà. Et vous, à l'époque, vous êtes étudiant en histoire à la Sorbonne et vous allez vous retrouver au cœur de ce qui est en même temps une fête. Oui, je pense qu'on ne soulignera jamais assez le côté totalement festif, ludique, incroyable de 68. On peut faire beaucoup d'analyses. Moi-même, j'en ai fait beaucoup. J'ai écrit des livres, j'ai fait des films sur 68. Mais cette dimension hédoniste, ludique, disons libertaire, de liberté absolue, trop sans doute, mais qui était comme un retour de bâton par rapport à ce qui se passait avant. Ce caractère-là, tous ceux qui ont vécu ne peuvent l'avoir oublié. Et vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, bien sûr. J'avais 18 ans, donc j'avais le bon âge pour ce grand rêve. Alors, en même temps, la politique vous passionnait parce que je crois que depuis toujours, Patrick Hautman, vous en avez entendu parler à la maison. C'est-à-dire que mes parents, mon père, ma mère étaient résistants et maquisards d'ailleurs, même. Donc d'abord mon père était résistant et ensuite il était médecin dans le Maquis, dans le Limousin. Et donc évidemment mon enfance a été un peu bercée par cette grande légende de la résistance, du Maquis. La politique était présente. Je peux dire que sur mon berceau, il y avait l'histoire était déjà là, oui. Voilà, parce qu'il se trouve que votre père était juif roumain, qu'il était venu en France et qu'à cause des lois anti-juives de Vichy, il n'a pas pu exercer son métier. Il a été exproprié quand il s'était engagé volontaire pour la guerre en 1939, donc dans un régiment de volontaires. Quand il a été démobilisé, il a voulu reprendre son cabinet, qui venait juste de s'installer. Et là, il a été touché par les lois de Vichy et il a été exproprié et il est rentré dans la résistance. J'ai les papiers qui homologuent son entrée dans la résistance au début 1941, ce qui était très tôt. Oui, et effectivement, il a travaillé avec le colonel Guingouin, qui est un des héros de la résistance qui a été une victime à cause de ce qu'on n'appelait pas encore les fake news.
Oui, c'est ça, exactement. Le colonel Guingouin, qui était un personnage étonnant, qui a pris le maquis dès le début, en 41, tout seul dans les bois, et qui, en 44, a libéré Limoges à la tête de 20 000 hommes. Voilà, donc c'est une espèce d'épopée incroyable. Et mon père était médecin capitaine dans ce... Parce que ce maquis était tellement important, et il y avait des parachutages anglais, il y avait ça, et il y avait un service de santé. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a rencontré votre mère, qui était infirmière. Oui, il avait rencontré un peu avant parce qu'ils avaient passé la ligne de démarcation clandestinement avec mon frère aîné. Enfin, bon, il y a toute une épopée familiale, effectivement, qui est assez marquante. Voilà. Alors, il se trouve que vous, dans votre jeunesse, vous lisez pas des BD, mais dès l'âge de 11 ans, vous lisez Le Monde, Patrick Rothman. C'est vrai, j'ai quand même un peu l'esprit de sérieux. Non, mais j'ai été toujours passionné, en fait, par l'histoire contemporaine. Et bon, la politique, d'une certaine manière, c'est l'histoire immédiate, c'est l'histoire qui est en train de se faire. Donc, par exemple, j'étais tout petit lycéen et c'était la guerre d'Algérie. Et donc, je voyais les titres de François qui annonçaient le putsch d'Alger, etc. J'étais littéralement fasciné par tout cela. Et donc, très tôt, très jeune, j'ai commencé. Le Monde, il coûtait 10 centimes, je crois, à cette époque. J'ai commencé à lire Le Monde et je l'ai lu pendant très longtemps. Et Le Monde est dur à lire parce qu'il n'y a pas une seule photo à l'époque. À Aujourd'hui, l'époque, il n'y avait pas une seule photo. C'était une typo très serrée. C'était très, très, très austère. Mais bon, à l'époque, c'était un bon journal. Oui, et il y a une histoire qui circule d'ailleurs que René Goscinny m'avait racontée. Quand il a été interviewé pour la première fois, il a dit écoutez, moi j'ai commencé comme chef du service photo au journal Le Monde. Et le journaliste l'a cru alors qu'il n'y avait pas de photo. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, il se trouve que vos parents ont adhéré au Parti communiste, l'ont quitté ensuite, et que vous, ils l'ont quitté lorsque les troupes soviétiques sont entrées à Budapest, et vous avez assuré la relève en militant justement en 68, Patrick Rothman. Oui, d'une certaine manière, ce qu'on a appelé le gauchisme, enfin, c'était l'extrême gauche, c'était pour des jeunes gens comme moi qui voulaient changer le monde et qui étaient même convaincus qu'ils allaient le changer et persuadés qu'ils allaient le faire et qui refusaient à la fois la société dans laquelle on vivait et qui refusaient aussi le modèle repoussant du communisme soviétique et pour moi le communisme maoïste aussi. Donc, fallait chercher une voie d'être pour le changement. Voilà. Donc, et 68 est arrivé là-dessus. Moi, personnellement, j'ai été très engagé dans la lutte contre la guerre du Vietnam. C'est ça qui, en fait, qui m'a amené à l'engagement politique, parce qu'on le trouvait insupportable, moralement insupportable, plus que politiquement, ce petit peuple qui se faisait massacrer à coups de napalm par la plus grande puissance du monde. Voilà. Et donc, ça, pour une bonne part des gens de mon âge, ça a été un motif de mobilisation. Et vous avez fait vos débuts de journaliste, ou plutôt de secrétaire de rédaction, juste après 1968, dans le journal Rouge, qui était à l'époque... Oui, c'était secrétaire de rédaction était un bien grand mot. Enfin, disons, je m'occupais un peu de mettre tout ça en forme, parce que ça n'en avait pas beaucoup. Mais c'était un journal qui a été mythique après mai 68, qui a duré jusqu'en 2009. Oui, oui, absolument. C'était mon ami Weber qui le dirigeait. C'était un journal. Il avait été conçu juste dans l'après 68 pour, comme on disait à l'époque, continuer le combat. Et donc, moi, j'avais à peine 20 ans, oui, même pas. Et donc, j'ai 19 ans et je travaillais dans le journal. Le journalisme me plaisait beaucoup. D'ailleurs, j'ai passé le concours du CFJ et je suis rentré au CFJ. Malheureusement, j'ai été appelé au service militaire. J'étais sursitaire, mais il s'est passé je ne sais quoi. Il y a des gendarmes qui sont venus chercher. Je me suis retrouvé dans un régiment disciplinaire. Et du coup, j'ai perdu le bénéfice de mon concours du CFJ que j'ai repassé l'année d'après. J'ai été de nouveau reçu. Et là, je suis parti de moi-même parce qu'on m'a proposé un travail qu'on ne refusait pas. C'était d'écrire les mémoires de Léopold Trepper, le mythique chef de l'Orchestre Rouge, ce réseau de renseignement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et ce travail, vous le devez à celui dont on va entendre la voix. C'est ahurissant le nombre de compagnons de la Libération qui... Gilles Perrault, qui a écrit un livre qui est un best-seller, qui est justement l'Orchestre Rouge, Ouais. que vous avez rencontré, et c'est à lui que vous devez au début d'écriture. Absolument, c'était un ami, c'est grâce à lui, et également à Daniel Soulez-Larivière, qui était l'avocat de Trepper, qui m'ont proposé, alors que je n'avais jamais rien fait de ma vie, d'écrire les mémoires de Trepper. Donc j'avais 22 ans, je crois, et je me suis lancé là-dedans, et j'ai passé
presque 2 années en compagnie de cet homme qui, pour moi, était un héros absolu, parce que, pour parler un peu vulgairement, il avait fait la nique à Hitler et à Staline. Voilà. Et vous avez finalement sauvé sa mémoire parce que les jeunes générations ne le connaissaient pas. Pas du tout. Enfin, aujourd'hui, on l'a oublié, mais à l'époque, c'était un personnage très, très important. Et d'ailleurs, peut-être qu'on a surestimé le réseau de l'Orchestre Rouge, mais c'était des histoires absolument passionnantes. Bon, encore aujourd'hui, je connais toutes ces histoires de réseau d'espionnage. Ça m'a toujours absolument fasciné et j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Oui, et d'ailleurs, il y a un film de Jacques Rouffio, de l'Orchestre Rouge, avec Oui. Claude Brasseur, qui joue ce rôle et qui est un film qui est devenu un classique aussi. Voilà. Alors, à l'époque, bon, votre mère vouliez que vous fassiez Hippocagne. Finalement, vous avez choisi l'histoire, vous avez fait un DEA sur les libérations, un doctorat de 3e cycle Vous êtes vraiment très renseigné. oui, Hein. sur l'opinion française durant la guerre d'Algérie. C'est vrai que c'était rien à voir avec l'objectif familial du début. Ma mère voulait absolument, je ne sais pas pourquoi, que je fasse les classes préparatoires Hippocagne et Cagne et préparer le concours, le fameux concours de Normal Sup. Et puis bon, c'est tombé dans les années, disons, très agitées sur le plan politique. Et puis, bon, j'avais pas trop envie de faire du thème grec. J'ai fait beaucoup de grec. J'étais très bon d'ailleurs en version grecque. J'étais beaucoup plus mauvais en thème grec. Et donc, j'avais pas trop envie de passer des années de ma jeunesse à faire du thème grec. Voilà. Et donc, l'histoire me passionnait vraiment. Donc, j'ai suivi mon instinct. Et vous avez bien fait. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres choses qui se sont passées dans votre vie et dans votre carrière. On en parle dans quelques instants à travers une autre date importante, le 13 juin 1988. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Rothman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrick Rothman. Nous parlerons tout à l'heure de Ivo et Georges, ce livre qui est sorti chez Grasset. Et là, on revient à une date, le 13 juin 1988. À la télévision, on entend ce soir-là le générique. Premier épisode d'une série de 15 documentaires qui s'appelle Génération, que vous avez signé avec Hervé Hamon et Daniel Hédinger. Oui, c'était l'adaptation en fait du livre en deux volumes que Voilà. j'avais écrit avec Hervé Hamon. Voilà, les livres, en fait, ils racontent non pas l'histoire de 68, ils racontent l'histoire d'une génération de jeunes gens qui ont eu 20 ans dans les années 60, et on suit le destin, l'histoire, l'itinéraire de 30 personnages, 40 même peut-être, sur une vingtaine d'années. Tout est vrai, mais c'est écrit comme un roman. Donc ce livre a eu beaucoup d'impact, beaucoup de succès. Je le dis immodestement, mais enfin c'est voilà. Et quelqu'un a proposé d'en faire une adaptation télévisée qui a été une épopée parce qu'il fallait faire tout ça en 3 mois. Et moi qui depuis ai fait beaucoup de documentaires, j'ai toujours pas compris comment ça a pu se faire en si peu de temps. Oui, il y a 15 documentaires qui sont novateurs parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de documentaires et autant de chaînes qu'aujourd'hui, Patrick Rothman. Ah non, enfin il y a eu quand même la création de la 5, Oui. la première 5, je pense, et donc il devait y avoir 6 chaînes, je pense, à l'époque. Donc les guichets étaient pas nombreux, non. Et puis les documentaires, c'était pas courant, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, je ne vais pas anticiper sur la suite, mais quand j'ai commencé à faire des documentaires historiques, c'était pas embouteillé comme aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en reviens au livre à l'origine. Donc Hervé Hamon, qui est à l'époque professeur de philosophie devenu écrivain, vous travaillez avec lui et ça a été un travail colossal parce qu'il fallait non seulement trouver les gens, mais les interviewer, c'était presque un interrogatoire. C'était du jamais vu. On n'a pas utilisé la baignoire ni les électrodes, hein. Mais pour faire ce roman vrai où tous les détails, tout soit précis, exact, en fait, on les interrogeait, on les interviewait pendant des dizaines d'heures. Ces 30 ou 40 témoins. Donc, on les passait à la moulinette 1 fois, 2 fois, 3 fois. On avait des centaines de pages de décryptage, plus l'énorme travail de recherche sur la presse, les livres, etc., pour tisser ce roman, encore une fois, le roman d'une génération qui court sur une vingtaine d'années. Oui, c'est un travail colossal. Vous n'imaginiez pas au départ. On était jeunes et plein d'entrain, et donc ça a pris 4 ans quand même, parce qu'on était parti pour écrire un volume. Et en fait,
Voilà, on a fait 2 fois 700 pages, je crois. Voilà. Et tous vous ont parlé, y compris Alain Perfit et Maurice Grimaud, qui était à l'époque préfet de Paris, qui vous a dit que finalement, il recevait des ordres surréalistes du général de Gaulle. Oui, alors ça, c'est venu en fait plus tard, parce que quand je suis devenu documentariste, j'ai fait un film sur 68 pour changer, et 10 semaines qui ébranlèrent la France. Et j'avais interviewé beaucoup de gens, dont le préfet Grimaud, qui était extraordinairement sympathique, et on a beaucoup parlé. C'était un grand lecteur d'ailleurs de Génération. Et c'est lui qui m'a raconté que quand De Gaulle est revenu de Roumanie, le 19 mai 68, et il a convoqué tout le monde et il a dit bon, allez, ça suffit, vous me reprenez la Sorbonne, vous reprenez l'Odéon, et monsieur le ministre de l'Intérieur, c'était Fouché, Christian Fouché, n'hésitez pas, s'il le faut, à faire tirer. Bon, tout le monde était atterré, Pompidou, Grimaud, etc. Et donc il racontait ça, qui donne une image un peu surprenante du général de Gaulle. Alors, il se trouve que rechercher les documentations, c'est bien, mais il faut vérifier la réalité parce qu'il y a beaucoup de faux. Moi, je me souviens un jour d'avoir cherché une archive sur le Moulin Rouge, ça n'avait rien à voir, et c'était pas la vérité. Et j'ai dû remonter jusqu'à 50 parce qu'un écrivain, Armand Lanoux, avait écrit une erreur que tout le monde avait repris. Et là aussi, vous avez eu un gros travail, Patrick Rothman. Bah oui, il faut tout vérifier. D'ailleurs, à propos d'erreurs, quand un peu plus tard, on a fait cette biographie d'Yves Montand, la première, tu vois, je n'ai pas oublié, avec Hervé, il était convaincu que sa rencontre avec Piaf, c'était le jour du débarquement. Il en parlait avec une assurance, il disait c'était le jour-là, etc. Et il a fallu rechercher. Comme vous dites, il faut vérifier tout dans les programmes du Moulin Rouge à l'époque pour s'apercevoir que Piaf, elle avait commencé que le 6 août, je crois. Oui, voilà. 6 août, donc c'était impossible que ce soit le 6 juin. Donc voilà. Mais il dit non, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu racontes là? Voilà. Et finalement, il a fini par admettre son erreur. Alors, à partir de là, vous avez réussi à travailler entre l'écrit et l'image, Patrick Rothman. Vous êtes devenu l'un des pionniers, ce qu'on appelle aujourd'hui les documentaristes, ce qui n'existait pas au départ. Je ne sais pas s'il n'existait pas. Mon modèle, c'était un peu Frédéric Rossif, toi. C'est ces grands récits tout en images, mais ça remontait aux années 60. Oui, et Frédéric Rossif, il y a une chose qu'on oublie sur lui, c'est que c'est lui qui a trouvé le titre 5 colonnes à la une. C'est ni Lazareff, ni personne d'autre. Voilà, mais c'était un très très bon, Mourir à Madrid et tout ça, c'était... Voilà. Et en fait, avant de devenir vraiment documentariste, j'ai eu l'idée d'une émission historique, toujours l'histoire qui est mon obsession, donc que Hervé Bourges, qui était le PDG de France Télévisions, a accepté. Et ça a été les brûlures de l'histoire que j'ai fait en fait pendant 5 ans, et c'était absolument passionnant comme expérience. Il y avait un historien, il y avait des témoins, on montrait des archives, l'historien, tout ça commenté. J'adorais faire ça. Ça m'a énormément appris d'abord en histoire parce que ça demandait un boulot absolument énorme. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs. Bon, et voilà. Et donc, et du coup, j'ai appris aussi parce que j'étais beaucoup de temps en salle de montage, que j'ai appris aussi le montage. Et effectivement, pour faire un vrai documentaire, il faut beaucoup d'images pour en garder très peu. On dit 1/10 à peu près, voilà. Donc, il faut. Là aujourd'hui, je sais que quand je fais un documentaire, je visionne des dizaines et des dizaines d'heures, et le film, il fera 90 minutes, 100 minutes. Alors, et vous avez été tellement marqué par mai 68 que vous avez fait un documentaire où vous avez raconté tous les autres événements de l'année, y compris les Jeux Olympiques de Mexico, qu'on a totalement oubliés, et qui étaient cette année-là, Patrick Rothman. Oui, alors qu'on a oublié, mais qui ont été marqués quand même par un événement. C'était les 2 coureurs du 100 mètres, ou du 200 mètres, pardon. Oui. Tommy Smith et John Carlos. Absolument, qui ont brandi le poing ganté de noir sur le podium, et le podium était comme une tribune, et évidemment ça a fait une sensation, ça a brisé leur carrière, mais c'était un geste qui replonge dans l'atmosphère incroyable de ces années qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui avec le recul d'un demi-siècle d'ailleurs, mais l'atmosphère d'ébullition, d'effervescence, de politisation qu'il y avait. Donc le combat des Noirs américains à l'époque était extraordinairement intense, et ce geste a beaucoup marqué. Oui, et finalement, il est d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe en ce moment.
je pense que le problème des Noirs américains n'est pas réglé. Alors, vous devenez un spécialiste de sujets sur la résistance, notamment. Vous avez fait un film qui s'appelle Les Survivants, qui est un témoignage des rescapés des pendants de la mort. Et vous ne comprenez toujours pas aujourd'hui comment vous avez réussi à faire tout ça, car c'était aussi un travail de titan. Oui, c'était un travail, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dedans, parce que juste avant, j'avais fait un film sur la libération qui était 44, qui était un film qui a eu un énorme audience, énorme succès, etc., mais qui était joyeux, qui était lyrique, c'était la libération. Et juste après, je me suis lancé dans ce film qui raconte en fait la libération des camps et le retour ce que j'ai appelé les survivants. Et donc, pour ce film, j'ai interviewé, là aussi pendant des heures, des survivants des camps qui étaient revenus. Et c'était littéralement bouleversant. Je me souviens d'un couple que j'ai interviewé, qui avait une histoire incroyable, qui avait été séparé sur la rampe d'Auschwitz et qui se retrouve un an plus tard dans le hall de l'hôtel Lutetia où avaient lieu les retours. Et la femme voit son mari arriver. Et aucun des deux ne savait ce qui était arrivé à l'autre. Enfin bref, il racontait ça. Et à un moment, j'ai entendu derrière moi des pleurs. Il y avait toute l'équipe technique qui pleurait. Et moi, je disais, qu'est-ce que je fais là? Je fais un film, je suis vraiment un salaud de pousser ces gens comme ça dans ce récit qui était tellement bouleversant. Oui, mais vous avez travaillé pour l'histoire à l'époque où c'était pas encore considéré comme de l'histoire. Oui, enfin... ça a commencé quand même. Oui, mais les documents de ce genre, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, Patrick Rothman. Non, il n'y avait pas autant qu'aujourd'hui. Je veux dire, je pense que j'ai été un peu pionnier d'une certaine manière. Je me souviens que le premier documentaire qui a été diffusé en prime time, comme on dit, c'était un film sur Mitterrand qui était en 3 parties. Et la troisième partie, je ne sais pas pourquoi la troisième, pourquoi pas la première, je sais pas, a été diffusée à 20h45. Ça avait très très bien marché. Et d'un seul coup, les responsables se sont dit, tiens, le documentaire, ça intéresse. Et après ça, donc il y a eu ce fameux été 44. Je me souviens encore du chiffre parce que c'était hallucinant. 7 200 000 spectateurs. Voilà. Et du coup, c'était pas la gloriole, mais ça voulait dire qu'on pouvait faire des films qui étaient quand même exigeants, et le public suivait. Eh oui, une bonne leçon pour les dirigeants d'aujourd'hui. On continue à parler de vous. On peut le dire. Avec une autre date, le 18 mai 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Rothman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrick Rothman. Nous parlerons dans quelques instants de Ivo et Georges chez Grasset, votre nouveau livre. Et là, on revient au 18 mai 2011. C'est la sortie d'un film dont voici la bande-annonce. Je voulais vous dire que vous pouvez compter sur mon estime et sur mon amitié. La conquête de Xavier Deringer, dont vous avez écrit le scénario. Et ça a été un événement, ce film sur la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy, Patrick Rothman. Oui, en fait, c'était le premier film politique en France où les noms des personnages n'étaient pas changés. Donc, il y avait quand même, parmi les personnages principaux du film, 2 présidents de la République, un ancien Jacques Chirac et un futur Nicolas Sarkozy. Le film est sorti, il était président de la République. Et là encore, ça repose sur une enquête très très sérieuse, qui est très très fouillée dans l'entourage pour connaître le détail des réunions, etc., de ce qui se passait et qui raconte effectivement cette conquête. C'était une sorte de cinéma vérité. Comment est venue cette idée, Patrick Rothman ? En fait, j'avais été contacté par 2 formidables producteurs qui sont les frères Altmeyer de Mandarin Productions, qui vont sortir bientôt OSS 117, mais qui ont fait des très très bons films, dont OSS 117, et qui m'ont dit, c'est après j'ai fait le film sur Jacques Chirac, et qui m'ont dit on voudrait faire un film sur le président de la République, etc. Mais bon, ils m'ont aiguillé sur une idée qui me plaisait pas, et je leur ai dit, et pourquoi là il se passe un truc formidable. C'est la conquête du pouvoir. C'était avant son élection. C'est la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy. C'est l'histoire d'un mec qui conquiert le pouvoir et perd sa femme. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et Nicolas Sarkozy a été au courant ? Je pense qu'il n'a pas été au courant pendant longtemps. Enfin, j'en sais rien. Je n'ai pas eu de relation directe de tout ça. Non, il n'y a pas eu d'écho ensuite quand le film est sorti. Alors, il fallait trouver un Sarkozy. C'était pas évident. Et Denis Podalides a fait l'affaire, mais ça, là aussi, ça n'a pas été simple à trouver.
Non, ça c'était formidable parce que Denis a lu mon scénario et tout de suite il était emballé et il est venu faire des essais. Alors il était un peu chauve comme ça, on lui avait mis du noir sur la tête et il a joué deux tirades qui s'est tirées du scénario et tout de suite tout le monde a dit oh, c'est lui quoi, c'est incroyable. Bon, c'est un très, très, très grand acteur, Denis Podalides. Donc, grâce à lui, le film a pu se faire. Et Cécilia, c'était Florence Pernel. Oui. Et vous avez ensemble monté les marches du Festival de Cannes. Pour vous, c'était un événement. Oui, c'était surtout pour elle, d'ailleurs. Moi, mais c'est vrai, c'était à l'aboutissement de quelque chose de formidable. Par exemple, pour monter un film comme ça, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où on a monté les marches, ça a duré 4 ans quand même. Voilà, et donc vous êtes sur les marches et c'est quand même un grand moment dans votre vie, c'est sûr. Et c'est un risque parce qu'on a toujours dit que les films ou les comédies musicales qui se rapportaient à des gens récents, ça ne marchait pas. Exemple, Antoine Decaune a fait Coluche, ça a été un échec. Exemple, Frank Sinatra, une comédie musicale aux États-Unis juste après sa mort, ça a été un échec. Là, ça a été un succès. Le film a très bien marché, bien qu'il était légèrement perturbé par l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn juste au moment de la sortie du film et toutes les télés étaient là-dessus et donc comme télé-vérité c'était pas mal non plus. Alors il se trouve que vous la fiction ça a commencé avec un film qui s'appelait Eliane réalisé par Caroline Huppert, Patrick Rothman où vous racontiez deux femmes exceptionnelles, deux femmes de la presse qui étaient deux pionnières, Françoise Giroud et Hélène Lazareff. Oui. Ça aussi, alors j'ai vu l'idée de... c'était transposé, on peut pas dire que c'était leur histoire. Je prenais des éléments, bon, c'était de la fiction, j'ai remixé tout ça, mais mon idée, c'était de raconter le début des années 60 à travers une rédaction, et une rédaction d'un journal qui était particulièrement dans le coup, qui était à l'Express à l'époque. Voilà. Et j'ai eu un grand plaisir de faire ce film. Mais je crois pas que ce soit le premier scénario que j'ai fait. Je pense que le premier scénario que j'ai fait, ça a été Nuit Noire. Exactement. Mais là, c'était un scénario d'un film qui racontait deux pionnières, parce qu'on a un peu oublié Françoise Giroud, alors qu'elle a commencé au cinéma et ensuite a créé l'Express, et Hélène Lazareff qui a créé le premier magazine féminin. Elle, bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, vous parlez d'Hélène Lazareff ou de Pierre Lazareff, ça intéresse plus personne. Personne ne dit plus rien. Malheureusement, tout s'oublie. D'ailleurs, il y a 4 ans, j'ai écrit un roman qui s'appelle Un homme à histoire, qui se passe dans les années 50, où on retrouve Françoise Giroud, Hélène Lazareff, Madès France et beaucoup d'autres. C'est sur la jeunesse de François Mitterrand, tumultueuse, qui est mêlée à beaucoup d'affaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, demain, sort une BD, un roman graphique qui s'appelle Mitterrand et ses ombres, dont j'ai écrit le scénario et qui raconte ces histoires. Mitterrand était un personnage aussi étonnant que vous avez croisé. C'est un personnage extraordinairement romanesque, comme je les aime. Tous les personnages dont l'histoire est à ce point, l'histoire personnelle est mêlée à la grande histoire. C'est pour quelqu'un qui imagine, ou des romans, ou des livres, ou des films, c'est évidemment un terreau absolument formidable. Et vous avez travaillé sur 4 documentaires sur Mitterrand, Patrick Rothman, avec Jean Lacouture, qui lui faisait des biographies admiration. Il ne pouvait pas détruire dans un livre. C'est vrai, il a aidé Jean... Lacouture était très portée sur l'admiration. Donc il y a un certain décalage, disons, entre le film, parce que c'est moi qui ai réalisé le film. Il a fait les entretiens avec moi, mais c'est moi qui ai réalisé le film. Donc ce film qui est en 4 parties, mais c'est un seul film, Le roman du pouvoir, qui est sorti en 2000. Et il y a un décalage avec le livre de Jean Lacouture, parce que sans doute le film est plus sévère avec Mitterrand que n'était le livre. Il y a quelqu'un qui détestait Mitterrand, c'était Marlène Dietrich. Il se trouve qu'elle m'a téléphoné de temps en temps, j'avais ce privilège, et un jour elle m'appelle et dit « Vous avez eu ce Mitterrand, il a une fille naturelle qui s'appelle Mazarine ». À l'époque, personne ne le savait. Et Marlène Dietrich vivait chez elle, enfermée, avenue Montaigne. Et je lui dis « Mais comment savez-vous ça ?» Et elle me répond « Quand on a travaillé dans les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. » Belle réplique. Alors, il y a eu aussi quelqu'un avec qui vous avez travaillé, Patrick Rothman, qui vient de disparaître, c'est Bertrand Tavernier. Absolument, Bertrand, oui, je crois, c'est ma première incursion d'ailleurs dans le film documentaire de cinéma, puisque c'est
en 1990, juste après la bio de mon temps, j'avais cette idée de faire un film sur la guerre d'Algérie, ou plus exactement sur les appelés d'Algérie, leur faire raconter. Ça aussi, c'est complètement oublié. C'est 1 700 000 jeunes Français qui sont partis faire la guerre de l'autre côté de la Méditerranée. Donc j'avais proposé à Bertrand de faire ce film, et on a passé tout ce tournage ensemble, et 1 an et demi en montage. Donc c'est des moments formidables. Je veux dire, c'était un montage film, hein, avec la pellicule, etc. J'ai beaucoup appris, évidemment, avec lui. Et pourquoi Bertrand Tavernier, justement, Patrick Rothman? Pour dire toute la vérité, j'avais d'abord vu Louis Malle, qui était très intéressé, mais qui devait rentrer aux États-Unis parce qu'il m'a dit, si je rentre pas, je vais avoir des problèmes avec Candice Bergen, c'était sa femme. Donc voilà, donc il s'est récusé. J'ai gardé une très très belle lettre de lui, et donc j'ai proposé avec Jean-Pierre Guérin, qui était le producteur de ce film, qui s'est appelé La guerre sans nom. C'est un titre qui est devenu générique. Tout le monde parle de la guerre. Maintenant, tout le monde l'appelle La guerre sans nom, mais c'était le titre du film de Bertrand et de moi. Alors, il se trouve que Bertrand Tavernier travaille avec lui. C'est une folie parce que c'était un passionné total, un bon vivant en plus. Ah oui, ce tournage était extraordinaire parce qu'on travaillait beaucoup, évidemment. Donc on faisait moi, en fait, j'étais devant la caméra. Je faisais des interviews, je faisais parler, je faisais accoucher ces hommes qui n'avaient jamais parlé. C'était pénible. J'avais l'impression de faire un travail de psychanalyse, voilà. Et lui était derrière la caméra, je l'entendais de temps en temps. Voilà, je me souviens une fois, j'interviewe un gars, et il raconte que son copain à côté de lui vient de prendre une balle dans la tête. Il s'effondre en larmes devant la caméra. Il s'appelait Pinault. Il était des Charentes. Et à ce moment-là, j'entends un hennissement de Bertrand Tavernier. Il fait formidable, formidable. Voilà, c'était Bertrand, c'était ça. Alors le soir, on allait dîner à n'en plus finir. La nuit, on regardait les rushs de la veille, et on repartait le lendemain. C'était une espèce de tournage comme ça. Et puis à 3 heures du matin, il évoquait on parlait des cinémas américains. Il parlait du 7e Perchman dans telle comédie musicale, etc. C'était un personnage extraordinaire. Et qui avait été attaché de presse et qui avait lancé Godard parce qu'il avait convaincu le voisin de palier de son enfance, Louis Aragon, d'écrire un texte sur le mépris de Godard, et que ça avait lancé le film. Oui, absolument. Alors, il y a aussi dans votre carrière d'autres choses, notamment un livre qui a fait beaucoup parler, c'était Les Intellocrates. Oui, alors ça, c'est très vieux. Ça a 40 ans, ça ne nous rajeunit pas, hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une intelligentsia Saint-Germain-des-Prés du côté du Flore, et que vous avez dit des choses tout à fait justes qui ont fait plaisir à tout le monde. Oui, en fait, c'était le livre, c'était d'essayer de montrer que le circuit de complicité, de liaison qu'il y avait entre certains qui étaient à la fois universitaires, dans les maisons d'édition, critiques littéraires, c'était les mêmes qu'on retrouvait partout et qui organisaient en fait ce circuit. Je les appelais les agents de la circulation. Voilà. Et donc ça n'a pas plu à tout le monde. Il y a eu des grosses polémiques. Le livre a eu beaucoup d'intérêt et de succès grâce à Bernard Pivot, je veux dire, qui a défendu. On a été apostrophe. C'était première fois que je passé apostrophe, et le livre a eu un grand écho. Oui, le slogan aurait pu correspondre à celui de Sud Radio, parlons vrai, ce que vous faisiez. Parlons vrai. Donc aujourd'hui, évidemment, ce milieu a disparu, parce qu'il n'y a même plus d'université, il n'y a plus rien. Quoi. Mais ce qui a disparu aussi, c'est les 7 d'or, et les brûlures de l'histoire dont on parlait tout à l'heure, effectivement, elles ont eu un 7 d'or, ce qui est un événement pour vous aussi, Patrick Rothman. Un événement, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas très bien, mais si vous le dites, j'ai peut-être eu un 7 d'or. Un 7 d'or et le prix du Comité français pour l'audiovisuel en 1996. Tant mieux, oui, j'avais perdu le souvenir. Vous ne saviez pas? Parce que je me souviens pas très bien, mais si vous le dites, ça doit être vrai. Parce que cette émission, effectivement, il y avait un récit, il y avait des intervenants et un seul sujet à chaque fois. Oui, c'était un thème. C'était un thème. Et puis il y avait un historien spécialiste, souvent un témoin ou deux. Et l'idée, c'était de montrer des images d'archives brutes et de faire commenter, d'expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on vient de voir, etc. Et des années après, il y a des générations d'anciens lycéens qui diront
Notre prof nous passait les brûlures de l'histoire en classe. On a appris l'histoire dans les brûlures. Et des gens qui sont devenus journalistes, etc. Ils m'en parlent encore. Oui, et vous auriez pu continuer cette émission après 4 ans de travail, Patrick Rothman. Oui, mais alors là, c'est là où je suis passé de l'émission et je suis devenu documentariste, en fait. Parce que j'ai pris le goût de faire ces grands documentaires de 2, 3, 4 heures, les documentaires au long cours. Et j'ai fait ça après pendant des années. Parce que j'adore, en fait, me plonger dans les archives. Je peux passer des mois à visionner des archives, à travailler un sujet. Voilà, c'est essayer d'en tirer... On ne se rend pas compte, mais un documentaire de 90 minutes, finalement, c'est 25 pages de texte. Voilà. Et il m'arrive très souvent sur des livres de lire 10 000, 15, 20, 30 000 pages à noter, etc., pour finalement garder 25 pages de substantifique moelle du sujet. Et les ancêtres des émissions d'historique, ce sont quand même André Castelot et Alain Decaux. Il faut savoir qu'en 54, quand Stelio Lorenzi leur propose de faire la caméra explore le temps, ils disent mais non, on n'a pas le temps. Et Lorenzi leur dit mais vous allez voir la télévision, l'histoire, ça va marcher à la télévision. Et ils ont accepté comme ça et ça a marché. Et c'est vrai que l'histoire intéresse tout le monde. Évidemment. Et vous continuez à être passionné par le sujet, à faire des films d'histoire, non? Je continue, absolument. J'aime toujours autant ça, oui, absolument. Et le public aime ça, mais c'est de moins en moins facile sur les chaînes. C'est très compliqué aujourd'hui, c'est très, très difficile. Pendant une vingtaine d'années, 25 ans, je proposais un sujet, tout de suite on me disait oui, c'était formidable. Et là, c'est très compliqué, très très dur. On me dit non tout le temps d'ailleurs. Oui, mais ça ne vous empêche pas de continuer parce que J'essaye. c'est votre passion. Et ben, on va parler aussi d'autre chose que des films dans quelques instants à travers la date du 31 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Patrick Rothman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Patrick Rothman. 31 mars 2021, sortie de Ivo et Georges. Alors c'est un roman, en même temps c'est une biographie chez Grasset, qui raconte 2 personnages que vous avez bien connus, Yves Montand et Georges Champrin, que vous mettez en parallèle, Patrick Rothman. Oui, c'est-à-dire que je dirais que c'est un roman vrai et un vrai roman. Oui. Comme selon le mot de Boris Vian, tout est vrai, j'ai tout inventé. Donc tout est vrai effectivement, et en même temps j'ai tout recréé, inventé à partir d'années de discussions, de confidences et de Montand et de Georges Champrin. Et dans ce livre, j'essaye de tresser les séquences de leur vie parallèle jusqu'au moment où ils vont se rencontrer et ça va donner naissance à une très très grande, très profonde amitié. Et donc je mets en parallèle par des sortes de concordances de temps leur vie. Par exemple, pour Georges Champrin en janvier 1944 arrive à Buchenwald, il est déporté. Au même moment, Montand arrive à Paris et il va chanter à l'ABC. Voilà. Et donc, sans cesse, je multiplie ces passerelles, évidemment à travers leur vie, qui sont des vies, c'était des acteurs de leur siècle, totalement mêlés à l'histoire. On traverse l'histoire du XXe siècle, de la guerre d'Espagne, de l'Italie fasciste, de la résistance, du communisme, évidemment, qui est quand même la grande affaire du XXe siècle. Et grâce à ces vies qui se mêlent et qui s'entremêlent avec l'histoire, voilà, je raconte un peu, c'est le roman du XXe siècle. Oui, et donc Montand est né voici un siècle, Champrin a disparu voici exactement 10 ans, mais leur amitié, elle a commencé en 63 et elle a bouleversé la vie de Montand, parce que si Montand a été un acteur aussi fort dans les dernières années, c'est grâce à Champrin, parce qu'il a été un peu la conscience de Montand. Oui, ils se rencontrent, ils ont un peu plus, Montand à 40 ans, un peu plus de 40 ans, Georges Champrin va avoir 40 ans, et ils sont tous les deux à peu près au même point, c'est-à-dire que l'engagement vis-à-vis du communisme, chez Champrin, c'est un engagement militant, il est rentré dans la résistance, il était communiste, il a été déporté, il a été sauvé à Buchenwald par l'organisation clandestine du camp. Je raconte tout ça dans Ivo et Georges, parce que c'est très très peu connu de ces histoires de résistance dans les camps. Et après la guerre, dans les années 50, il a été clandestin en Espagne. Donc c'est une véritable aventure romanesque d'un personnage. Tandis que Montand,
qui lui est né dans une famille communiste, avec son frère communiste, son père communiste, il n'a jamais vraiment adhéré. Il était, comme on dit, compagnon de route. Mais il est devenu compagnon de doute. Et au moment où ils se rencontrent tous les deux, ils en sont à peu près au même point, c'est-à-dire une critique par rapport à cet engagement qui les déçoit, qui ne les satisfait pas. Et ils vont évoluer ensemble jusqu'à un rejet total, complet de l'idéologie du système communiste. Et ça va se faire beaucoup à travers un film qui est L'Aveu, qui est un peu le fil de ce livre, Ivo et Georges, parce que l'un et l'autre ont des comptes à régler avec L'Aveu. Et le troisième homme, c'est Costa Gavras, qui arrive dans la bande et qui va être vraiment celui qui va tout déclencher au cinéma. Alors, Montand m'a souvent répété qu'il avait fait 18 films avant de rencontrer Costa Gavras et que, en faisant Compartiment tueur, il a enfin trouvé du plaisir devant la caméra. Lui qui, d'instinct, savait évoluer sur une scène vis-à-vis du public avec une formidable trouille, mais quand même, devant la caméra, il était absolument figé, paralysé. Et grâce à la direction d'acteur de Costa Gavras, d'un seul coup, il a trouvé une liberté et il va devenir, je pense, un très très grand comédien. L'homme qui successivement joue L'Aveu avec De Funès dans La Folie des Grandeurs, et Le Cercle Rouge, et César et Rosalie, des rôles totalement différents. C'est quelqu'un qui est devenu un grand acteur. Et Montand répétait toujours qu'il le devait à Costa Gavras. Et il y a un film, et vous le racontez, Patrick Rothman, dans ce livre, Z, auquel personne ne croyait, et c'est Costa Gavras qui a pensé. Oui, voilà, comme vous le savez, Costa est grec. Il a été, son frère lui avait donné ce livre lors d'un voyage à Athènes. Il a lu le livre dans l'avion. Arrivé à Paris, il a appelé Georges Champrin et tous les deux se sont mis tout de suite à écrire le scénario de cette histoire formidable. Quand vous revoyez le film aujourd'hui, il a plus de 50 ans, il n'a pas pris une ride. C'est un film, un thriller politique absolument formidable où Montand joue très peu, 13 minutes, mais le rôle principal, c'est Jean-Louis Trintignant, qui est absolument formidable et magnifique. Et effectivement, personne n'en voulait. Et ce qui a fait que le film s'est fait, finalement, c'est 68. Parce que d'un seul coup, il y a eu un public pour le film politique, et Z a eu un grand succès. J'en reviens à Georges Champrin, parce que son histoire que vous racontez, personne ne la connaissait vraiment, ou on l'a oublié. C'est-à-dire qu'il est entré en résistance, et puis il s'est fait prendre par les Allemands, il a été torturé, il s'est retrouvé à Buchenwald, d'où il n'aurait pas dû sortir. Oui, alors ça, c'est des chapitres dans ce livre, Ivo et Georges. Je suis allé avec Georges Champrin à Buchenwald, et il m'a fait tout le circuit de la visite, il m'a montré tous les lieux. Aujourd'hui, tout a été rasé, mais les emplacements. Et il m'a raconté le camp, et il m'a raconté surtout comment il a été sauvé par cette organisation clandestine qui était contrôlée par les communistes allemands, en fait, qui avaient construit le camp en 1937, et qui avait pris le contrôle sur les droits communs, et qui avait une organisation et qui surveillait un peu les gens qui arrivaient. Et lui, comme il venait du maquis, il était repéré comme rouge espagnol, il a été mis de côté et planqué d'une certaine manière, parce que c'est comme ça qu'on sauvait, c'est comme ça que Marcel Dassault a été sauvé. Oui, car Champrin a participé justement à sauver Marcel Bloch. Oui, je raconte dans le livre, je ne savais pas d'ailleurs, c'est par l'ancien chef de réseau de Champrin qui s'appelait Henri Fragère, qui a été déporté, qui est mort à Buchenwald, et c'est lui qui avait signalé à Champrin qu'il y avait Marcel Bloch à l'époque, dit Marcel Dassault, qui était prisonnier, qu'il fallait le sauver. Alors, dans ce livre, Ivo et Georges, Patrick Rothman, vous racontez aussi qu'à plusieurs reprises, Montand, pendant la guerre, a échappé au STO, mais aussi à la milice. Oui, c'est des moments assez incroyables, parce que donc, il comme tous les jeunes de son âge, il était convoqué au STO. Il a été une fois, et ça, c'est trop long à raconter, sa sœur Lydia, qui était vraiment une grande sœur, qui était la sortie de là. Mais la milice a fait une descente là, impasse des Mûriers, où habitait la famille Livy, c'est le vrai nom de Montand. Et alors, je suis allé là-bas d'ailleurs,
avec Lydia, avec la sœur. Quand on rentrait à la maison, il y avait une toute petite ouverture sur la droite. Et quand on rabattait la porte cachait cette ouverture. Et il dormait là, montant. Quand la milice a descendu, ils n'ont jamais vu qu'il y avait une ouverture derrière la porte. Et il s'est réveillé 3 heures plus tard, il dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et la milice était venue le chercher. Et du coup, comme la milice le recherchait, qu'il était recherché sous le nom d'Ivo Livy par le STO, il a décidé de monter à Paris, parce qu'il chantait déjà. Il avait un impresario qui s'appelait Audi Fred, qu'il avait trouvé un contrat à l'ABC. Et il est venu à Paris en pleine lumière, sans papier. Et il chantait à l'ABC sous le nom d'Yves Montand. Et après, ça a été un tel succès, ce passage à l'ABC, grâce dans les plaines du Far West, oui, qui a été un énorme succès. Il avait des contrats dans tous les cabarets de Paris, donc il se baladait la nuit, il passait du Beaulieu à d'autres cabarets, on se promenant la nuit sans papier, en sifflotant des airs de jazz. C'est vraiment des vies totalement, incroyablement romanesques. Et il a pris un risque avec cette chanson que vous citiez, Dans les plaines du Far West. Dans les plaines du Far West, quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Alors, parler des cow-boys alors qu'on a les Allemands dans Paris, c'est un risque insensé. Oui, il chantait ça, Les plaines du Far West, et puis une autre chanson qui parlait de hot dog à Madison. Voilà. Donc, il a été convoqué par la propaganda Staffel sur les Champs-Élysées, et on lui a dit qu'il fallait mettre la pédale douce sur ces chants américains. Alors, tout le monde attendait les Américains. On était en février-mars 1944. Voilà. Et donc, il a continué à chanter, et c'est comme ça qu'on lui a proposé d'être la première partie d'Édith Piaf au Moulin Rouge. Voilà. Édith Piaf l'a repéré, lui a fait complètement changer son répertoire. Ils ont vécu 2 ans. Lui a donné beaucoup de textes, oui, de chansons. Voilà. D'ailleurs, leur premier dîner. Elle l'a fait travailler. Le premier dîner, il n'en revenait pas. Ça a été dans un restaurant au Marché Noir, je crois. C'est ça, où c'était un vrai gueuleton. Il s'en souvenait encore très précisément. Il racontait les frites, le vin, les entrecôtes dans Paris qui crevaient de faim. Il ne faut pas oublier. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et il se trouve que le cadeau d'adieu de Piaf, quand ils se sont séparés, elle a dit d'ailleurs, on ne peut pas garder indéfiniment son soleil. C'était un film qu'elle a demandé à Marcel Carné d'engager Yves Montand dans ce film. C'était Les Portes de la Nuit, qu'on a appelé Les Portes de l'Ennui d'ailleurs. Oui. Mais il y avait une chanson qui a fait le tour du monde. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et cette chanson, pendant 4 ans, elle n'a pas marché. Absolument. Et vous l'avez entendu, vous, à l'aéroport de Moscou, Patrick Rothman. Oui. Alors, je commence le livre Ivo Héros et Georges avec cette scène. J'accompagnais Montand, Samprin et Costa Gavras, qui allait présenter l'aveu à Moscou sous Gorbatchev. C'était un événement en soi, parce qu'un film qui dénonce le crime du communisme à Moscou, c'était quand même quelque chose. Et arrivé là, dans l'aéroport, la télévision russe qui était là lui a demandé à Montand de chanter Les Feuilles mortes, et ce qu'il détestait littéralement, de chanter comme ça. Pour lui, chanter, c'est un métier, il faut qu'il y ait une ambiance, un public, la musique. Mais il l'a fait. J'ai entendu, je me souviens très bien, il a chanté Les Feuilles mortes dans l'aéroport de Moscou. Ce voyage à Moscou, qui est un peu le fil aussi du livre, Ivo et Georges, il commence et il se termine le livre par des scènes à Moscou. J'en ai gardé un souvenir extraordinaire, parce qu'une nuit, après un dîner, j'accompagne Montand à sa chambre. Il me dit, viens, on va parler un peu. En fait, il avait envie de parler. Et pendant des heures et des heures, il me parle, une espèce de confession sur sa vie, absolument extraordinaire. Et c'est là qu'il a eu cette phrase formidable, cette scène, je la raconte, celle-là est presque vraie, hein, vraiment. Et il me dit, dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, mais je suis passé à côté de l'essentiel. Et on est un peu surpris, parce qu'un petit gars immigré italien qui naît dans le ruisseau à Marseille, qui devient une star mondiale, qui va chanter à Hollywood, à Broadway, qui joue à Hollywood, parce que l'essentiel pour lui, en fait, c'était l'engagement, c'est d'être passé à côté de l'engagement dans la résistance. Et ce qui le fascinait tellement chez Georges Champrin, c'est pour ça que d'une certaine manière, j'ai fait ce livre de ses destins croisés. C'est justement la manière dont lui, Georges Champrin, à 18 ans, sans se poser de questions,
élève en philo. Il a eu le 2e prix au concours général de philo, ce qui pour un jeune espagnol était quand même pas mal, à 18 ans. Il est rentré dans la résistance, il est passé du maniement des concepts philosophiques au maniement des mitraillettes. Donc ce sont des hommes, Ivo et Georges, Montand et Semprin, ce sont des hommes exceptionnels, au destin exceptionnel, et ça valait bien la peine de faire un livre pour raconter ces 2 destins croisés. Et raconter effectivement pour les jeunes générations qui était Semprin et qui était Montand, parce qu'on se souvient de l'acteur, mais là on n'entend plus beaucoup ses chansons aujourd'hui de Montand, et c'est dommage parce que c'est quand même l'un des plus grands interprètes français. C'est un très très grand interprète. Alors, là, vous avez passé cette chanson, mais il y a les Sanguines de Prévert, par exemple. Ce sont des merveilles absolues. Enfin, il y a 50 ou 100 chansons de Montand qui sont des merveilles de poésie. Il ne faut pas oublier que c'est le premier interprète presque le premier, qui a chanté, qui a mis des poèmes, Prévert, Aragon, sur des musiques de jazz. Oui. Il a eu un plus grand orchestre de jazz qu'on peut imaginer dans les années 50. Il y avait Henri Crolla qui était guitariste, Bob Castella, Hubert Rostin. Et si vous écoutez l'enregistrement du Théâtre de l'Étoile de 1953 de Montand, qui est peut-être le sommet des récitals qu'il a fait, écoutez la musique, ce son jazz, ce son Django, absolument magnifique. Et lisez ce livre de Patrick Rothman, Ivo et Georges chez Grasset, qui vous fera découvrir ces 2 destins parallèles et passionnants et passionnés. Merci Patrick Rothman, continuez comme ça. Merci à vous. On va essayer. À faire des films et des livres. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.